Aujourd'hui, nous allons reprendre le thème que nous avions vu la dernière fois dans le cadre de ce que j'avais appelé l'économie de la rue et qui s'adressait particulièrement aux marchands de fruits. On avait terminé en disant qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire et donc aujourd'hui, voilà, ce sera les marchands de fruits, deuxième partie. Bonsoir William Savary et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Bon, alors à ce qui paraît, ces dames étaient ravies de passer à la télévision. On les a reconnues, il y a eu des clients qui sont revenus les voir. Absolument. Et donc voilà, en un passage, elles sont devenues les vedettes de ce marché aux fruits de Pétionville. Absolument, absolument. En fait, fait, c'est magnifique. Quand je suis retourné les voir pour leur dire que en fait, l'interview a eu lieu, donc c'était déjà sur YouTube, donc j'ai pu accéder à YouTube à travers leur téléphone, et puis tout le monde s'était mis à côté là avec leur téléphone à regarder, c'est magnifique à voir. Très belle, c'est une belle expérience. Et lorsque leur photo apparaissait, tout, hey, mais où Très bien. Bon, alors, poursuivons dans cette veine. On avait dit qu'on allait essayer de voir aujourd'hui comment est-ce qu'elle s'approvisionnait. Oui, mais avant d'entamer ce sujet, je veux signaler aux gens que le fait d'être dans la vente d'un produit directement à la clientèle, ce sont des gens qui sont dans le secteur du service. Et en général, dans le secteur du service, dans l'économie, il y a les grands secteurs, l'agriculture, l'industrie, le service. Moi, certaines personnes ajouteraient le gouvernement, que moi, je pense qu'il n'a pas sa place, mais les livres disent le gouvernement. Aucun gouvernement ne produit quoi que ce soit. C'est plutôt le gouvernement plutôt est budgétivore. Oui. Mais ça, c'est... Créer des conditions quand même. Mais c'est un autre débat. Oui. Mais c'est le secteur des services, et dans le secteur des services, il y a des particularités. Et l'une des particularités, bien sûr, c'est la qualité du service. L'autre particularité, c'est l'accès au crédit. D'autres particularités, vous savez, c'est que c'est assez étendu. Et aussi très varié également. Et ça représente une partie, si vous voulez, ça permet la réalisation du profit. Parce que vous avez la production avant que le produit fini puisse être rentable, il faut que ce soit vendu. Et bien, les activités de la vente permettent au producteur de rentabiliser sa production. Donc, au préalable, il faut qu'on mette ça sur le tapis. Maintenant, en ce qui concerne l'approvisionnement de ces dames, et je veux lier l'approvisionnement à ce que je viens de mentionner, à secteur de service. D'abord, il faut dire que l'approvisionnement se fait généralement de trois façons. Des dames vont directement acheter chez un grossiste. Donc, il y a un grossiste qui est au niveau du marché de la route de Frères. Il y a d'autres grossistes, des femmes qui vont directement en ville. Mais il y a un système d'approvisionnement que je pense qui est peut-être la plus fondamentale et sur laquelle je voudrais faire des commentaires beaucoup plus élaborés. Et même identifier des opportunités d'affaires pour les gens qui nous regardent. C'est la troisième partie de la distribution qui vient des machines Sarah ou des grossistes qui achètent la production et qui acheminent la production vers des points de vente. Et à partir des points de vente, les marchés sont des points de vente. Donc vous avez un gars, par exemple, qui sort de Jacmel, qui achète la production à Jacmel et qui prend la route vers Port-au-Prince, qui s'arrête à Carrefour du Fort. Il vend. S'arrête à Gressier, il vend. Carrefour, Mariani, Carrefour, Martissan, et puis qui arrive à Delma, qui arrive à Pétionville. Donc, ce sont des gars qui sont dans le business de l'acquisition de la production agricole et qui rentrent carrément dans la distribution. Et donc, les marchés... ce sont des grossistes. On peut les identifier comme des grossistes. Mais pourquoi je serais un petit peu plus précautionneux à dire grossiste? Parce que lorsqu'on dit grossiste, ça implique un lieu où la marchandise est mise est observée, et il y a une infrastructure physique. Il y a
des facilités de maintien les produits dans la fraîcheur. Il y a une nécessité d'électricité. Il y a toute une infrastructure qui soit nécessaire pour qu'on puisse les identifier comme grossistes. Donc, ça peut être un camion. Bon, effectivement. Et c'est le cas. Vu que dans le pays dans lequel, si vous voulez, un grossiste classique. Oui. Contre un grossiste selon les standards et les moyens du pays. Bien sûr. Bon, je vous donne le gain. D'accord. Donc maintenant, il y a ces gens-là qui viennent directement et apportent leurs marchandises et les points de vente sont partout à travers le pays. Et vous avez ces mêmes activités, quelle que soit la ville dans laquelle vous vous trouvez dans le pays. D'accord. Parce que ce que nous faisons ici, là, ce soir, et que nous avons fait la dernière fois, et souvent, c'est vraiment de faire un échantillonnage de ce qui existe. Et cet échantillonnage, vous pouvez multiplier par le nombre de villes que vous avez dans le pays, le nombre de sections communales que vous avez dans le pays, et vous avez une idée plus ou moins claire de comment fonctionnent et comment vivent les gens dans le pays et comment fonctionne l'économie, vraiment qui n'est pas écrit dans les livres dans le pays. Hein. Donc, c'est au point de vue de l'approvisionnement. Donc, il y a un lien direct entre l'approvisionnement et la production, et l'approvisionnement et la distribution. Hein? Maintenant, il faut souligner une chose très importante. C'est à partir de l'approvisionnement que les gens peuvent déterminer leur taux de profit. Parce que si les marchandises si les gens s'approvisionnent d'un grossiste, le prix d'achat de la marchandise est différent que le prix d'achat de la marchandise qui vient d'un camion. Parce que aller chez le grossiste s'approvisionner, c'est-à-dire qu'il faut payer le transport. Hein? Et le coût du transport, il faut additionner à la marchandise. Et lorsque vous avez une situation telle que nous avons aujourd'hui, où le coût du transport est aussi excessif dû à l'augmentation du prix du pétrole, ça se reflète directement sur le prix de détail des produits à la consommation. C'est probablement une des raisons qui fait que les prix des produits de première nécessité sont littéralement en train de flamber et de créer, je crois même qu'il y a quelqu'un qui a parlé d'un risque sévère, sérieux même, d'émeute de la faim en Haïti si ça continue. Bon. Si cette hausse effrénée des prix... Maintenant, il y a une chose importante qu'il faut souligner, vu que vous avez parlé. J'ai regardé un petit peu les data points qui sont utilisés en Haïti pour déterminer le taux d'inflation. Je pense qu'il y a de l'amélioration à faire dans le recueillement, c'est ça, ou dans la collection des data points. Je pense que la saisie des données. Merci. Je pense, par exemple, si vous prenez le niveau de l'inflation dans le pays, à l'intérieur du panier qui est utilisé comme base pour déterminer, vous trouvez les boissons alcoolisées, vous trouvez les produits importés. Je suis presque certain, si on établit un panier hypothétique des produits qui sont des éléments qui sont produits localement, vous n'aurez pas le même niveau d'inflation dans le pays. Mais ça reste un problème international. Je me souviens à l'époque où j'étais en France, où dans ce qu'on appelle le panier de la ménagère, pour calculer le panier de la ménagère, parmi tous les produits qui étaient listés, on trouvait les balles de ping-pong. Vous comprenez? Donc le panier de la ménagère, pour se servir du panier de la ménagère, quel que nous l'avons dans le pays comme référence, je pense que c'est vraiment mal diriger les gens. Oui, mais encore une fois, c'est vrai dans tous les pays. Non, mais des balles de ping-pong en France. Un instant. Dans le panier de la ménagère. Mais ce qui se fait, par exemple, dans plusieurs pays, ils te disent le panier de la ménagère, moins, par exemple, le prix du pétrole aux États-Unis. Minus energy. Okay? Donc, il doit exister
une prise de conscience dans le pays, du côté des gens qui donnent de l'attention au niveau de l'inflation, de déterminer vraiment quels sont vraiment les éléments qui nous affecteraient directement le taux d'inflation dans le pays. Ça reste très aléatoire. Et même si on réduit les chiffres à ce qu'on appelle les produits de première nécessité, c'est-à-dire essentiellement la nourriture, le riz, l'huile, les pois, les avocats, les mangues, les fruits, tout ça. Mais en quelques semaines... Mais même là, il ne faut pas oublier que la majeure partie des riz, la majeure partie du riz qui est consommé est importé. Donc déjà, à cause de la dévaluation de la monnaie, le coût déjà augmente. Oui. Donc il faudrait une réflexion. Il faudrait une réflexion sur comment constituer le panier de la ménagère pour qu'on puisse avoir une meilleure façon de calculer le taux d'inflation dans le pays. Est-ce qu'il faudrait à ce moment-là se limiter aux produits sur place? Bon, écoutez, ça c'est une réflexion, ok? Parce que ce serait une solution. Non, parce que vous avez quand même, on ne pouvait pas exclure ce qui est importé dans le calcul, mais il faut pouvoir dire à la fin, voilà le taux d'inflation avec ce qui est importé. Mais on faire comme par exemple aux États-Unis, au Japon, au Canada, minus ce qui est importé, et voilà vraiment le taux d'inflation. Okay? Donc, c'est vraiment c'est une réflexion qui est nécessaire dans le pays, parce que de même que nous disons toujours qu'il y a beaucoup de choses dans le pays qui doivent être réévaluées. Hein? Donc, et même au niveau du bureau des statistiques en Haïti, la façon de les statistiques, la saisie des données se fait au niveau du bureau des statistiques. Ça, là encore, il y a de l'amélioration à faire. J'ai eu une fois des interviews avec des gens du bureau des statistiques, et des données simples qu'on aurait pu me donner, ils se servaient de marmite comme unité de mesure. En 2022, en fait à l'époque c'était 2020, une marmite c'est une unité de mesure dans le pays. Vous comprenez? Bon, ça rentre dans la culture du pays. Mais vous savez, comment vous allez, par exemple, vous allez faire un rapport qui sera lu en Union soviétique ou en France, et vous allez leur dire que c'est une marmite? Bon, eh bien, on met une petite note en bas de page en disant la marmite représente tant de grammes ou tant de... Non, parce qu'en Haïti, vendre mon marmite citron, vendre mon marmite du riz, ou demi-marmite, etc. Mais Serge, il y a ce qu'on appelle la standardisation de l'information. Oui, vraiment. Oui, maintenant, pour retourner à nos moutons. C'est pas ce qui me choque le plus. pour retourner à nos moutons. À nos moutons, c'est ça. Donc, ces dames, qu'est-ce qu'elles font surtout? Elles s'approvisionnent de trois façons. De trois manières. Oui, absolument. Maintenant, ce que je veux signaler, surtout faire ressortir, c'est le fait que le business de la distribution représente des opportunités immenses. Par exemple, quelqu'un qui veut investir dans l'agriculture n'est pas nécessairement obligé d'investir dans la production agricole. C'est quelqu'un qui peut investir dans la distribution des produits agricoles. Et la distribution des produits agricoles, ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'une part, il y a moins de risques, parce que vous n'avez pas les intempéries, vous n'avez pas le risque climatique, mais ça implique d'acheter du producteur et d'établir des points de vente et d'établir des points d'approvisionnement. Et ça peut être très rentable. Parce que vous savez, j'aime dire aux gens qui s'engagent dans l'agriculture, en fait, que j'encourage à investir dans l'agriculture, vous prenez un pépin de maïs, vous plantez ça vous donne 64 rangées de maïs, de pépins de maïs. Donc, est-ce qu'il y a plus rentable que ça? Je doute fort. C'est épis de maïs et grains de maïs. Et grains de maïs, ok, bon. Merci. Donc, on prend standardisation. On prend un grain de maïs. On prend un épi que l'on plante. Non, on prend seulement un grain de maïs. Un épi de maïs vous donne 64 rangées. En fait, un rangé de 64 grains. 8 rangées de 64 grains. C'est ce que je veux dire. Donc, rentabiliser le maïs, c'est faisable. En fait, je dois vous signaler qu'il y a un gars à Métropole à qui j'avais fait cette remarque une fois et qui, depuis, s'est lancé dans l'agriculture.
Okay? Donc, il est en train de faire le riz, il est en train de faire toutes sortes de choses. Donc, Très bien. donc j'espère que d'autres personnes se rendront compte qu'un grain de maïs, ça vous donne plusieurs épis de maïs. Ouais. Parce forcément. Un grain de maïs, un pied de maïs, 3 à 4 pépins. C'est pas par 3 qu'on plante le maïs? En général, oui, mais... Ouais. Je ne suis pas agriculteur, mais il me semble que c'est 3 grains qui 4. mettent. Mais bon, 3 grains pour avoir une tige qui vous donne combien de différents épis? Oui, évidemment, bien sûr. Okay. Maintenant, donc sur la distribution, je disais, il y a les points de vente, mais il y a un marché parallèle. Le marché parallèle, c'est par exemple plutôt le marché institutionnel. Vous avez les hôpitaux, vous avez les restaurants, vous avez les hôtels. Tout ceci représente également des points de distribution. Les écoles. Les écoles. Donc, vous savez, c'est quelqu'un qui s'engage dans la distribution a des opportunités immenses à explorer. Donc, voilà, donc lorsqu'on parle de l'approvisionnement, c'est vraiment pas de l'approvisionnement qu'on devait parler, mais plutôt de la distribution. C'est ça. Oui. Il faut garder ça en ligne de mire. En ligne de mire. Merci, Serge. Donc, c'est vraiment le point que j'ai voulu faire sur mais allons un peu plus loin, William. Vous me disiez avant l'émission que, à votre avis, les opportunités qu'auraient ces femmes admirables, dont le travail est dur, on l'a vu la dernière fois, qui se réveillent à 4 heures du matin, etc., etc. Vous me disiez qu'il y avait d'énormes possibilités d'amélioration. Absolument. À partir du moment où elles accepteraient de se réunir, de mettre leurs efforts ensemble. Maintenant, tout cela pourrait et même si on revenait à ce que c'était au départ. Parce que vous me disiez qu'au départ, quand le marché de Pétionville a été construit, la mairie de Pétionville offrait la sécurité, offrait l'alimentation en eau, l'alimentation en électricité et l'entretien des lieux. Et que contre ces services rendus par la mairie, ces dames devenaient locataires de leur espace. Tout ça a disparu. Maintenant, normalement, il y a ce qui est écrit dans les livres et ce qui a été fait. Donc, théoriquement, c'est ce qui a été conçu. Mais ceci n'a jamais été mis en œuvre. Jamais. Non. Mais pourquoi? Je disais que les marchés représentent des opportunités, et d'une part du côté des marchands et du côté de la mairie. Le marché de Pétionville, selon les calculs qui ont été publiés dans les journaux, a coûté à peu près $2,5 millions. OK. Mais selon plusieurs ingénieurs à qui j'ai eu la chance de discuter du sujet, ils me disent que c'est un marché qui a coûté qui devrait normalement coûter $750,000 à $800,000. Donc il y a une grande disparité entre les deux. Mais le point que je veux faire ressortir, un investissement pareil, on ne peut pas investir presque $1 million et l'abandonner. Bien sûr. Donc, si on va investir $1 million, il faut également avoir un plan d'entretien de ce $1 million. Il faut avoir également une façon, non seulement d'entretien, mais de faire que ce $1 million devienne rentable. Bien sûr. Ou du moins que ce $1 million rapporte assez pour se remplacer. Voilà. Bien Donc, sûr. c'est à travers la dépréciation. Oui. Donc, et pour que ceci puisse se faire, les marchands elles-mêmes, merci Serge. Je ne pense pas qu'elles ont la capacité de le faire. Donc, pour réaliser un projet pareil, il faut l'implication de celui qui finance la construction du marché. Donc, et celui qui finance la construction du marché doit se rendre compte, c'est un investissement, si c'est l'État, c'est l'argent des contribuables, et on a une obligation de faire, d'optimiser l'usage que nous faisons des fonds des contribuables. Donc, c'est première partie. Deuxième partie, si la mairie effectivement veut s'impliquer, qui devrait s'impliquer, la mairie offre des services que nous avons soulignés, tels que le service de sécurité, le nettoyage, etc. Oui. Mais en dehors de ça,
au lieu de faire payer, par exemple, une location, hein, je pense que ce serait préférable que les utilisatrices fassent partie d'une association et il y a ce qu'on appelle le membership fee, comment on dirait ça en français? Un frais d'appartenance. Oui, Hein? oui. Mais au moins, les frais couvriraient quoi? D'une part, alors, ce sont des frais qui seraient déterminés en fonction de ce qui serait nécessaire pour faire fonctionner l'espace de façon optimale. Donc, ça inclut l'approvisionnement, l'électricité, la sécurité, le nettoyage, etc. Mais pour que ce soit attrayant pour les marchandes, on pourrait peut-être additionner l'accès au crédit. On pourrait additionner les soins médicaux. On pourrait additionner un plan de pension. Mais tout ceci, on pourrait peut-être même additionner, par exemple, la préparation de la patente, la préparation de la déclaration définitive. Hein? Ce qui fait que le frais mensuel que la marchande aurait à payer pourrait être suffisant pour couvrir l'ensemble de ce que nous venons de dire. Waouh! OK? C'est énorme. Maintenant, vous avez la taille de ces frais pourrait peut-être déterminer selon entre 5 000 et 10 000 gouttes le mois. OK? Mais en contrepartie, il ne s'agit pas seulement de faire payer des frais pour des services, mais il faut également un programme de publicité pour attirer la clientèle vers le marché. Et la clientèle, on peut faire comme toute autre entreprise, parce que c'est une entreprise. Hein? Bien sûr, oui. Et il faut la traiter comme une entreprise. Et les entreprises qui sont dans le business de détail, ils ont diverses façons de procéder pour attirer la clientèle et fidéliser la clientèle. Donc, et cette réflexion, je pense si elle est faite, les mairies pourraient se tirer d'affaire. L'objectif de la mairie, qui est d'enlever les gens de la rue, pourrait être peut-être, non pas par la violence, mais au moins par les incentives. Incentiver, c'est ça? Oui, non. Les gens ont à rentrer dans les marchés dans des structures plutôt gérables et où les gens sont en conformité et où les revenus seraient peut-être même beaucoup plus considérables. Oui, tout cela est très beau, William, en effet. Au lieu d'avoir une addition d'individualités, qui sont d'ailleurs souvent en compétition les unes avec les autres. Oui, elles vendent les mêmes choses. Et elles vendent les mêmes choses, évidemment. Donc pourquoi, à ce moment-là, ne pas créer cet ensemble qui se tiendrait les coudes et qui verrait plus loin que simplement aller acheter un sac de mangue ou de mandarines et de se donner une semaine pour les liquider. Maintenant, ce qui est important, c'est que si les gens, je dis la responsabilité de la mairie parce que c'est en matière de capacité de faire. Parce que ceci exige une certaine capacité académique. Et puis c'est le rôle de gestionnaire également. Maintenant, ça aussi pourrait permettre aux gens d'avoir une meilleure gestion de leur inventaire. Parce que ce que les gens font maintenant pour gérer leur inventaire, les gens achètent des petites quantités. Bien sûr. Hein? Pourquoi? Parce que c'est en fonction du niveau des ventes. Non, mais non seulement parce que ces dames ont quand même affaire à ce qu'on appelle des produits périssables. Oui, c'est pourquoi elles achètent de petites quantités. Ben, bien sûr. C'est leur façon de gérer l'inventaire. Bien entendu. Donc oui, maintenant, et lorsque ce que nous proposons là, qui pourrait être fait, vous pouvez avoir cold room. Une chambre froide. Oui, une chambre froide où, à la fin de la journée, tous les produits pourraient être déposés et le lendemain matin, les personnes reviennent et réarrangent leur étagère. Oui. Donc, ça devient vraiment un business dans lequel, si tu veux, c'est un partenariat public-privé où l'État fait un partenariat avec les marchandes. Un PPP. Un PPP. Partenariat public-privé. Il faut souligner une chose importante. Ça n'a rien à voir avec l'international, ni le Fonds mondial, ni le Fonds monétaire international, ni la Banque mondiale. Non, c'est du local. C'est du local. Oui. Bon. Tout ça est très beau, William, mais je crains que cela reste
un beau rêve. Bon, il y a plusieurs Trop d'individualisme. Mais Il y a trop d'individualisme dans ce pays, non, William. est-ce que c'est de l'individualisme ou c'est plutôt parce qu'il y a un manque d'organisation? Parce que vous savez, toutes les fois qu'il y a des organisations qui sont fiables et transparentes, les gens s'y fient. Individualisme, plus corruption, plus etc., etc. C'est vrai. Il y a plein de choses qu'on peut signaler pour dire pourquoi quelque chose ne marcherait pas. Plein de choses. Mais il y a aussi plein de choses qu'on peut signaler qui pourraient justifier pourquoi ça marcherait. Donc, allons nous concentrer sur pourquoi ça marcherait. Parce que nous savons déjà pourquoi ça ne marcherait pas. Parce que lorsqu'on se concentre sur ce qui peut être fait pour que ça marche, on adresse également les questions qui pourraient servir de blocus pour que ça progresse. Là. Alors, comme disaient un de mes amis, trousser manchou, gonfler fin-nous. Bon, on se comprend. Eh bien, merci William, merci de nous avoir fait un petit peu rêver aujourd'hui de ce que cela pourrait être. Et en effet, ça n'a rien d'impossible. Je dois vous signaler une chose. Ouais. Nous avons fait une intervention sur les motos. Ouais. Et dans l'intervention, nous avions proposé, par exemple, l'organisation des stations de recharge et de l'usage des motocyclettes électriques. Je dois vous dire aujourd'hui qu'il y a un groupe de gens qui organisent ça. Ah! OK. Yeah. Quel pourcentage ils vont nous reverser? Bon, écoutez. Et on a parlé des clairins. Il y a plein de gens aujourd'hui qui font du clairin. Donc, qui au lieu de vendre la canne, préfèrent la transformer en clairin. Et avoir un produit, d'autant plus que quand le clairin est bien fait, c'est une excellente boisson. Donc ce que nous proposons, c'est pas vraiment hors de la réalité. Et ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Absolument. Peut-être au niveau de l'État, mais du secteur privé, non. Non, ils écoutent, ouais. Il y a Prampoul. Il y a Prampoul. Ah, c'est vrai, you are so smart. Ok, William. Eh bien, merci, mon vieux. Bon, la prochaine fois, nous aborderons un autre thème. Un autre thème, toujours l'économie de la rue. Toujours dans le cadre de l'économie de la rue. Parce que l'idée de l'économie de la rue, c'est vraiment de porter à la connaissance des gens, vraiment les fondements, ce qui fait fonctionner le pays. C'est pas au niveau du ministère, c'est pas au niveau de la primature, c'est pas au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. D'ailleurs, le Fonds monétaire international et Banque mondiale recommandent des choses qui ne sont pas applicables à la nation, mais on les fait quand même. Ça, je ne comprends jamais pourquoi, mais ce qui fait fonctionner le pays vraiment, ce sont les points sur lesquels je veux me concentrer. Bon, oui, mais c'est la différence entre quelqu'un qui est assis dans un bureau climatisé à Washington et quelqu'un qui, comme toi, va sous le soleil rencontrer ces dames et qui est sur place. Voilà. Et qui comprend aussi bien ce que disent les gars qui sont de à Washington que ce que raconte. Même comprend, je ne dirais pas ce que j'allais dire, non. Merci William, merci encore une fois de nous faire rêver, puis bon week-end. Merci Serge. À la semaine prochaine. Voilà, c'était la deuxième partie de ce que nous avons appelé l'économie de la rue et qui était donc consacrée aux marchandes de fruits.